Où est l'arnaque? Rappelons brièvement le concept de cette série de vidéos. Je m'apprête à résoudre cet exercice en vous arnaquant à au moins un moment de ma correction. À vous de voir à quel moment je vous aurai arnaqué. Et en seconde partie de la vidéo, je dévoile là où les arnaques et je vous indique une correction valide. Petite modification, petite variante aujourd'hui pour me faire pardonner cette longue absence. Bon, j'étais occupé, j'ai quelques petits projets d'ordre divers à mener à bien, et je serai peut-être encore un petit peu occupé le temps à venir. On se doit rien, mais voilà, juste au cas où. Et donc pour me faire pardonner cette absence, ce Où est l'arnaque va être un petit peu spécial, c'est un Où est l'arnaque étagé. Je vais commencer par livrer une correction avec arnaque. Je vais dévoiler là où les arnaques de la correction, je vais les dévoiler pour de vrai, voilà, ça sera un vrai dévoilement, sauf que je vais reproposer derrière une correction encore avec une arnaque. Je vais la redévoiler ensuite, et je reproposerai une dernière correction valide pour de vrai. Voilà, c'est parti. Ce bout d'exercice donc qui correspond au début à peu de choses près, donc au début du sujet de XENS, SPCI, section PC 2026, donc, tombé cette semaine au moment où je tourne cette vidéo. On admet que si j'ai... plutôt deuxième année, sujet de deuxième année, parce qu'il y a une notion de deuxième année qui est celle de la convergence simple, la convergence de suite de fonctions, mais je vais vite l'expliciter pour que les premières années courageux puissent le faire aussi. On admet que si G de R dans R est convexe, une fonction de R dans R, G, est convexe et dérivable en un point X appartenant à R, alors pour tout H strictement positif, pour tout réel strictement positif H, G de X moins H, le tout sur H, est inférieur ou égal à G' de X, qui lui-même est inférieur ou égal à G de X plus H moins G de X, le tout sur H. Petit 1, soit une suite Fn de fonctions, donc à partir de n égale 0, une suite de fonctions de R dans R convexes et dérivables. On suppose que la suite de fonctions Fn converge simplement vers une fonction f de R dans R. Je donnerai la définition de cette notion juste à la fin de l'énoncé. Montrer que f est convexe. Voilà. Petit 2, donner un contre-exemple où f n'est pas dérivable sur R. Avec les hypothèses qui sont là, les Fn qui vérifient ça, f n'est pas dérivable sur R. Petit 3, on suppose que f est dérivable en un point x appartenant à R, montrer que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de fn' de ce x-là est égale à f' de ce x. Voilà. Vous pouvez vous donner, alors j'ai pas d'idée précise du temps que ça prendrait, une demi-heure comme ordre de grandeur, ça me semble bien, vous pouvez aller un peu plus loin, vous pouvez aller, à vous de voir, ça dépend aussi si vous êtes en première année ou en deuxième année, une demi-heure de réflexion et de recherche avant d'essayer de voir la correction frauduleuse et les corrections étagées qui s'en suivent. C'est parti. Alors, petit 1. Soit une suite de fonctions fn. Ah pardon, j'ai oublié j'ai promis. Fn converge simplement vers une fonction f de R dans R. Ça veut dire que pour tout x appartenant à R, eh bien, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de fn de x est égale à f de x. Si vous fixez un réel x quelconque, eh bien, la suite de réels pour le coup, qui s'appelle la suite des fn de x, donc avec n qui se balade dans n et x qui est fixé, eh bien, vous dire, mais il y a marqué pour tout x, oui, mais soit x appartenant à R, et bien cette suite-là, eh bien, elle converge vers un certain réel qui est f de x. C'est ça que ça veut dire. Dire d'une suite de fonctions qu'elle converge simplement, dire de fn qu'elle converge simplement vers f, cela veut dire exactement ça. Que vous prenez n'importe quel x réel de votre choix, eh bien, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de fn de ce x-là, les n bougent, le x est fixé, bah c'est égal, cette limite-là est égale à f de x. Ok. Petit 1, soit une suite de fonctions de R dans R convexes dérivables qui convergent simplement vers f, du coup, montrer que f est convexe. Bon, ça va être plutôt sympathique. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, quels outils? Je vais pas vous faire l'affront de parler des dérivées secondes ou premières ou que sais-je. Enfin si, première j'aurais pu, mais des dérivées secondes, n'existent pas forcément. En plus, apparemment, vu la question de f n'est pas la fonction d'arrivée n'est pas forcément dérivable sur R. Bon, on va revenir à des b/a et à l'inégalité de convexité. On va dire soit x et y de réel, soit, je ne sais pas si vous l'appelez plutôt t ou lambda, lambda appartenant à 0,1. Un réel positif appartenant au segment 0,1. Ok. Nous savons pour tout n appartenant à grand N, puisque chaque fonction fn est convexe sur R, nous savons que fn de lambda x plus 1 moins lambda y est inférieur ou égal à lambda fn de x plus 1 moins lambda fn de y. Inégalité de convexité simple pour chaque fn. Ok.
Bon, et nous savons aussi que, pour tout x réel, fn de x tend vers f de x lorsque n tend vers plus l'infini. Bon. Ben, on va tranquillement faire tendre n vers plus l'infini de part et d'autre. Donc, d'une part, limite, quand n tend vers plus l'infini, de fn de lambda x plus 1 moins lambda y, ça c'est tout simplement f de lambda x plus 1 moins lambda y, sans aucun problème. Parenthèse inutile, désolé, j'aime pas ça. Tac. D'autre part, limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de lambda fois fn de x plus 1 moins lambda fois fn de y, eh bien, c'est égal à, donc, puisque fn de x tend vers f de x lorsque n tend vers plus l'infini, et que fn de y tend vers f de y lorsque n tend vers plus l'infini, par produit et somme de limites, par opération simple sur limite, bah ça, tout ça va tendre lorsque n tend vers plus l'infini vers lambda f de x plus 1 moins lambda f de y. Ok? Les deux membres de cette inégalité valable pour tout n ont une limite lorsque n tend vers plus l'infini. On a le droit de passer en une limite finie lorsque n tend vers plus l'infini. On a le droit de passer à la limite dans l'inégalité. Enfin, nous avons que f de lambda x plus 1 moins lambda y est inférieur ou égal à lambda fois f de x plus 1 moins lambda fois f de y. Et ceci étant valable pour tout x et y réel, pour tout lambda appartenant à 0, 1, nous pouvons en déduire que f est bien convexe sur R. Si une suite de fonctions convexes sur R converge simplement vers une fonction définie sur R, eh bien cette dernière est convexe aussi sur R. Petit 2, donner un contre-exemple où f n'est pas dérivable sur R. Il faudrait qu'on trouve une suite de fonctions fn qui soit dérivable sur R et convexe sur R, et qui converge simplement vers une certaine fonction f, et que cette dernière n'est malheureusement pas dérivable. Alors, bon. J'ai pas tant d'idées que ça de fonctions pas dérivables sur R. Parmi les fonctions usuelles, quoi, j'ai envie de dire. Bon. Je vais prendre la fonction valeur absolue qui n'est pas dérivable en 0. Et j'aimerais bien une suite de fonctions fn qui convergent simplement vers la fonction valeur absolue et qui, elles, sont dérivables sur R, il n'y a pas de problème, etc. Alors, comment approcher ce petit côté anguleux de la valeur absolue? Moi, je me pose pas tant la question graphiquement que ça. D'autres pourraient le faire, se dire graphiquement à quoi ça ressemblerait, etc. Moi, je vais plutôt me dire valeur absolue de x, c'est racine de x carré. Bon, pour tout x réel. Si j'approchais ça en disant qu'on va poser pour tout n appartenant à grand N la fonction fn qui est définie sur R par fn de x égale racine de x au carré, à l'intérieur de la racine du coup x au carré plus 1 sur 1 sur n plus 1 pour m'éviter des problèmes. Enfin, je voulais prendre une quantité qui tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini, et je voulais m'éviter bien sûr que f0 soit pas défini, parce que l'énoncé il m'embête avec l'étude de fonctions à partir de n égale 0. Sinon j'aurais pu dire plus 1 sur n, si j'avais le choix de décider que ça commençait à f1. Ok. Bah, il me semble assez simple, donc chaque fn est dérivable sur R par composé, allez, on fait du zèle, mais c'est l'x, bon, on se dit, peut-être au début du sujet, ok, de la fonction qui a x associe x au carré, plus 1 sur n plus 1, qui est polynomiale, donc dérivable sur R, à valeur dans R plus étoile. Bon, je me permets des abréviations que vous ne vous permettez pas le jour J. Donc pourquoi c'est important de dire que c'est à valeur dans R plus étoile? Parce que c'est par composé de ça et de la fonction racine carrée dérivable sur R plus étoile. Voilà. Tac. Ok. Chaque fn est dérivable sur R, hein, tout va bien. Est-ce que la suite de fonctions fn converge simplement vers la fonction f? Donc, soit x appartenant à R. A-t-on, lorsque n tend vers plus infini, oui, en fait, oui, on a bien ce qu'il faut. Limite lorsque n tend vers plus infini de x au carré plus 1 sur n plus 1, bah c'est x au carré, merci. Puis, par continuité de la fonction racine carrée sur R+, et ben nous savons que fn de x, tout ça va tendre vers racine de x au carré lorsque n tend vers plus infini. Pardon, j'ai pas parlé de qui était f, j'ai dû dire oui f, je sais pas quoi, bon bah on va appeler f la fonction valeur absolue. F la fonction qui a x, qui va de R dans R et qui a x aussi valeur absolue de x. Ok. Fn de x tend vers racine de x carré qui n'est autre que valeur absolue de x. Donc fn, la suite de fonctions fn converge simplement, que j'abrège comme ça, vers f
kx associe valeur absolue de x sur R, et f non dérivable sur R. Il n'est pas dérivable sur R. Elle n'est pas dérivable en 0. Voilà. Ça implique que, du coup, enfin, ça nous empêche de dire qu'elle est dérivable sur R. Voilà, très bien. Alors, très bien, bon, voilà, notre contre-exemple. On suppose que f est dérivable en un point x appartenant à R, montrer que limite lorsque n tend vers plus infini de fn' de x égale f' de x. Bon, il y a des choses que je n'ai pas utilisées. On admet que blablabli blabla. Bon. Ok, bon, ça m'a l'air très intéressant tout ça. Je vais me servir de ça potentiellement. Si G est une fonction convexe et dérivable sur R convexe sur R et dérivable en un point, ok, très bien. L'énoncé, je l'ai repris tel quel. Mais convexe, ça ne veut rien dire convexe en un point. Donc il fallait bien comprendre convexe sur R et dérivable en un point x appartenant à R. Pas de doute possible. Eh bien, si j'ai ça, alors nous avons cette inégalité pour tout h strictement positif. Bon. Moi, je tiens les Fn, qui sont toutes convexes et dérivables qui sont, bon, f est dérivable, bon, je sais que f est convexe, mais si j'écris cette inégalité pour f, bon, ça va tourner un peu court, je vais l'appliquer au Fn, cette inégalité, cet encadrement. Je vais dire, pour tout n, tout n, j'aurais aimé que cette feuille bouge, pardon, vous ne voyez pas ce qui se passe à côté, pour tout n appartenant à grand n, nous savons que, bon, j'ai réécrit pas, bon, le jour J, je sais pas si j'aurais écrit, mais, donc, Fn est convexe, et dérivable sur R, alors, j'aurais d'abord dû introduire, on suppose que F est dérivable en point x appartenant à R, non, le point x est déjà introduit par l'énoncé, ok, très bien. Pour tout n appartenant à R, donc x est déjà posé. Pour tout n appartenant à grand n, nous savons que, Fn de x moins Fn de x, là, par contre, pour tout h strictement positif, Fn de x moins Fn de x moins h, divisé par h, est inférieur ou égal à Fn' de x, qui est inférieur ou égal à Fn de x plus h moins Fn de x, le tout divisé par h. Tout ça sur h, ok. Par le fait que, voilà, Fn vérifie bien les hypothèses qu'il faut pour avoir cet encadrement que vous ne voyez pas qui est là. Ok. Très bien. Bon. Et la suite de fonctions Fn converge simplement vers f. Et nous savons que, bon, alors déjà, pour tout n appartenant à grand n, pour tout, j'aurais pu l'écrire en tout n, pour tout h strictement positif, ce sont deux pour tout, que je peux donc intervertir. Nous savons que pour tout h strictement positif et pour tout n appartenant à grand n, nous avons ça. Soit h strictement positif. Limite, lorsque n tend vers plus l'infini de Fn de x moins Fn de x moins h, sur h, ça ce n'est autre que f, je me suis perdu, f lorsque n tend vers plus l'infini, donc f de x, moins f de x moins h, le tout sur h. Et ça c'est la convergence simple de la suite de fonctions Fn vers f qui me garantit ça. Et pareil, limite quand n tend vers plus l'infini de Fn de x plus h moins Fn de x, le tout sur h, et bien ça c'est tout simplement f de x plus h, moins f de x, le tout sur h. C'est nickel ça. Pourquoi c'est nickel? Parce que ça, c'est la limite lorsque n tend vers plus infini de... Enfin, la limite lorsque n tend vers plus infini du membre de gauche, la voici. La limite lorsque n tend vers plus infini du membre de droite, la voilà. Et bien la limite lorsque n tend vers plus infini du membre du milieu. Je vais pas faire une bêtise, je vais pas vous dire le membre du milieu est compris entre ces deux limites. Non. C'est la limite du membre du milieu qui est comprise entre ces deux limites. D'où limite lorsque n tend vers plus infini de Fn' de x, alors j'aurais pu dire, j'ai pas laissé assez de place pour l'encadrement, appartient en fait à, au sens large bien évidemment. J'avais des inégalités larges, mais même si elles avaient été strictes, par passage à la limite ça devient large, f de x moins f de x moins h sur h, f de x plus h moins f de x, le tout sur h. Ok, ben ça c'est nickel. Parce que ça, c'est valable pour tout h strictement positif. Or, limite, lorsque h tend vers 0, sous-entendu 0+, voilà, pas vous douiller là-dessus, h strictement positif, je ne peux tendre vers 0 que par valeur supérieure. Mais la limite de f de x moins f de... Donc on va commencer par la plus simple. De f de x plus h moins f de x, le tout sur h. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est précisément ce qu'on appelle la dérivée à droite. Elle existe, je sais qu'elle existe parce que f est dérivable en x. La dérivée à droite de f en x, qui n'est autre que la dérivée de f en x.
la limite du taux d'accroissement à droite, si elle existe et qu'elle est finie, c'est la dérivée à droite de f en x, et comme f, je sais qu'elle est dérivable en x, sa dérivée à droite et sa dérivée en gauche existent bien et sont égales, ça fait f' de x. Ok. Et, limite, avant de passer à la limite, donc, et pour tout h strictement positif, f de x moins h sur h, c'est quoi en fait? C'est f de x moins h moins f de x, le tout sur moins h, en multipliant par moins 1 en haut et en bas. Donc la limite quand h tend vers 0 par valeur supérieure de f de x moins h, je sais pas pourquoi je mets des parenthèses ici, f de x moins h, je le mets parfois quand le contexte est clair, mais le contexte n'est pas clair, donc j'aurais pas dû mettre de parenthèse, sur le 0+. La limite de ça, ce n'est autre que par un petit changement de variable assez simple, la limite quand h tend vers 0 moins, de f de x plus h, moins f de x, le tout sur h, qui n'est autre que, puisqu'elle existe bien, la limite à gauche de f en x, la dérivée à gauche de f en x, qui n'est autre que la dérivée de f en x, puisque f est dérivable en x. Ok? Lorsque h tend vers 0 plus ces deux quantités tendent toutes les deux vers f' de x, enfin, eh bien ça prouve bien que la limite quand n tend vers plus infini de fn' de x est égale tout simplement à f' de x, ce qui était demandé. Voilà. Où est-ce que je vous ai douillé? Bon alors, question 1, garantie sans douille a priori. Voilà. Ce qui aurait pu être inquiétant de la part des élèves, j'ai restitué l'énoncé quasiment tel quel, enfin en tout cas avec les mêmes découpages et tout sur les questions. Donc c'est juste que ça c'est la question 2, 3 et 4 je crois, de mémoire. La question 1, on aurait pu se dire, oulala, où est-ce que je me sers du fait qu'elles sont dérivables, tout ça. Enfin, qu'elles sont dérivables en fait, c'est la seule chose que j'ai pas utilisée. Que les fn sont dérivables. Bah nullement, je m'en sers pas, j'en ai pas besoin, voilà. La convexité de la fonction limite tombe assez vite, de la limite simple tombe assez vite. Ok. Petit 2. Pas de douille sur le choix des fn, de mon contre-exemple, de ma suite de fonctions fn, mais douille sur le fait que je vous ai douille par oubli, en quelque sorte. J'ai pas oublié, mais j'avais la flemme. J'ai maquillé... Enfin, voilà, cet oubli, on sait pas qui a impliqué l'autre. Hein. Mais en tout cas, c'était prévu, promis. J'ai oublié de vous démontrer que les fn étaient convexes, quoi. C'est bien gentil. Chaque fn est dérivable, ok, blablabla, convergence simple vers la fonction en valeur absolue qui n'est pas dérivable sur R, très bien. Mais à quel moment je vous ai prouvé que les fn étaient convexes? Pour le prouver, comme ici nous pouvons prouver facilement que les fn sont toutes 2 fois dérivables sur R, il vous suffit de dériver cette fois CE de TE, on s'est compris. Dériver 2 fois fn sur R, enfin donner l'expression de fn seconde de x, qui est relativement simple, elle est moche mais elle est relativement simple avec des histoires de racines, etc. De mémoire, vous allez avoir un truc strictement positif, flemme de le faire ici juste. Il restera après simplification au numérateur un truc du genre 1 sur n plus 1 peut-être, un truc comme ça, divisé par soit une racine, soit un carré d'une racine, je sais plus, en tout cas, vous allez avoir une dérivée seconde strictement positive simplement, enfin assez simple, de manière assez simple à voir, et donc fn seconde étant positif sur R, fn est convexe sur R, chaque fn est convexe sur R. Donc voilà, on a bien un contre-exemple. Ok, donc il fallait préciser ça. Promis, voilà, les douilles successives qui suivront ne portent pas sur ça. Enfin voilà, ça c'est bon, je vais pas redouiller là-dessus, c'est pas très marrant. Par contre, question 3. Voilà. Classique, très très classique, douille à l'existence. Bon, ça c'est tout à fait exact. Dire que la limite du membre de gauche, lorsque n tend plus infini, c'est tout à fait exact. Intervertir h pour tout h strictement positif et pour tout n appartenant à n, il n'y a pas de douille, c'est vrai. Quand j'ai pour tout, j'ai le droit de commencer par ce que je veux. C'est pas comme un pour tout, il existe. Là où pour le coup, faire attention. Donc la limite à droite, la limite du membre de droite, de gauche qui vaut ça, ok. La limite du membre de droite qui vaut ça, ok, lorsque n tend plus infini. D'où, et j'ai fait un petit blabla en mode oui, mais je vais pas dire que fn' de x est toujours dedans. Encore heureux, merci. Mais qui dit que cette limite existe? On parle d'un objet, voilà, une arnaque à l'existence, encore une fois. J'ai déjà fait ça plusieurs fois dans plusieurs vidéos. Mais dans plusieurs... Ouais, l'arnaque, bien sûr. D'où qui a dit qu'elle existait, cette dame? Donc ça part en vrille, donc j'ai pas le droit de parler de ça. Il est vrai que dans l'absolu, ça c'est vrai. Enfin, ça c'est vrai. La limite, quand h tend vers 0 plus de ça, la limite, tout ça c'est fort gentil, mais je ne sais pas que la limite de ça existe. Donc attention. Ok, autre proposition de correction. Eh bien, pour éviter ce problème d'existence, je vais me dire, attends. Et le seul souci, c'est que cette limite, je sais pas qu'elle existe, quoi. Il y a pas un truc sympathique qu'on m'a fait établir, là? Il y a la convexité des fn. Fn, suite de fonctions convexes. Et la convexité, ça me donne quoi? Ça me donne la croissance de la dérivée fn'. Donc fn' croissante.
Ah mais c'est nickel ça. Si fn' est croissante, le théorème de convergence monotone, et attendez, en vertu de l'encadrement que je vais appeler étoile, CF étoile, fn' de x, cette suite est bornée. Alors, là je vais un tout petit peu vite là-dessus à dessein. En fait, je peux le prouver parce que cette suite-là en n est bornée, puisqu'elle est convergente. Cette suite-là en n est bornée parce qu'elle est convergente. Donc, en particulier, celle-ci est majorée. Celle-ci est minorée. Donc, celle-ci en n, cette suite en n est bornée. Bornée, car j'aurais pu donner des noms tatata majoré, voilà, juste la flemme de réécrire, promis, et tatata minoré. Tatati, ça serait celle de droite, et tatata, ça serait celle de gauche. Voilà, c'est un scandale, il faut jamais faire ça sur une copie, on est d'accord. Ok. Comme elle est bornée, d'ailleurs, en vrai, pardon, je sais pas pourquoi je m'embête à bornée, en fait, en réalité, j'aurais pu juste dire qu'elle est majorée. Parce que tatata est majorée, voilà. Il suffit de tatata pour, pour conclure. Le théorème de convergence monotone nous permet d'affirmer, nous affirme, ça se dit pas. Enfin, sauf si lui affirme un truc, allez, on va le personnifier par flemme, nous affirme que fn' de x converge. D'où ensuite je déroule la limite de fn' de x est comprise là-dedans, et après j'ai fini quoi. Ok, bon, bah énorme douille là encore. Alors j'ai oublié, enfin oui, ça c'était une douille, j'ai même pas regardé ce qui suivait, mais il y a un truc énorme, c'est que il y a des limites quand h tend vers 0, tout ça, et après, comme une fleur, limite quand n tend vers plus infini. Ok, on voit pas trop pourquoi, bon. Alors, en faisant mine d'avoir arrangé ça en disant que fn' était croissante, oui. Cette douille est grossière aussi, mais j'aime bien parce que parfois un problème de vocabulaire sur quand on a une suite de fonctions et on se demande qui vérifie telle propriété, est-ce que c'est la suite ou est-ce que c'est chaque fonction? Oui, chaque fn' est croissante. Ce n'est certainement pas, comme je prétends ici et comme je le transforme ici, en la suite de fonctions fn' est croissante au sens où quand je fixe un x et que je regarde f0' de x, f1' de x, f2' de x, ça me donne un truc croissant. Pas du tout, personne n'a jamais dit ça. C'est fn', je fixe un n, la fonction fn' toute seule est croissante. La fonction fn', si je la trace, ça fait ça. Par exemple. Mais il n'y a aucune raison que f0' de x inférieur ou égal à f1' de x inférieur ou égal, etc., de telle sorte que cette dame soit majorée et que je puisse conclure avec le théorème de convergence monotone. C'est n'importe quoi. Ok, voilà. Bon, correction garantie sans douille normalement. Je vous prie de bien vouloir excuser cette interruption. J'ai eu un petit contretemps, un petit court entre-temps, sans mauvais jeu de mots. Si, c'est un mauvais jeu de mots, mais on assume. J'ai perdu la page du milieu, enfin, j'avais 2 pages, je crois. J'ai dû réécrire un peu, désolé, ce qu'on avait. J'ai quand même la première page avec l'énoncé, c'est bien. On est toujours sur ça, et on essaye de le faire proprement, sans douille cette fois-ci. Alors, ce serait mieux avec un stylo. Le voici, c'est bon. Pardon. Alors, j'ai réécrit ce qu'on savait, donc on sait effectivement que pour tout h strictement positif, pour tout n appartenant à grand N, fn de x moins fn de x moins h sur h inférieur ou égal à fn' de x inférieur ou égal à fn de x plus h moins fn de x sur h, que la limite lorsque h tend vers 0 plus de ça, c'est f' de x, et la limite quand h tend vers 0 plus, de ça, c'est f' de x aussi. Que la limite que pour tout h strictement positif, la limite quand n tend vers plus infini de fn de x moins h sur h, c'est f de x moins f de x moins h sur h, ça c'est par la convergence simple de la suite de fonctions fn, et pareil ici. Ok, nous allons essayer d'établir proprement que fn' de x tend, lorsque n tend vers plus l'infini, vers f' de x. Soit epsilon strictement positif. Qu'est-ce qu'on sait? On sait, avec ces limites-là, que il existe, en réalité, bon, je peux détailler un petit peu, il existe un k epsilon, on va les appeler k et m, c'est pas grave, strictement positif, tel que, pour tout h strictement positif, h inférieur, on peut mettre inférieur ou égal, on verra, inférieur ou égal à k epsilon, implique que la différence en valeur absolue entre ça et ça moins ça en valeur absolue, est inférieure à epsilon. F de x plus h moins f de x, j'aime bien faire rentrer des trucs qui rentrent pas, bon, sur le tout sur h, moins f' de x, c'est une manie dont il faut que je me débarrasse, je suis désolé, c'est abusé de fou, bon, que ça, moins ça en valeur absolue, inférieur ou égal à epsilon, voilà. Et il existe un L, j'avais dit M, L, voilà, je fais ce que je veux, un L epsilon tel que pour tout h strictement positif,
H inférieur ou égal à L epsilon implique, là on aura plus de place, que, non parce que je suis imposé, je sais pas pourquoi, cette deuxième barre, on s'amuse beaucoup, f de x moins f de x moins h, le tout sur h, moins f' de x, le tout en valeur absolue, que tout ça est inférieur ou égal à epsilon. Voilà. Alors, voilà, la définition de cette quantité, enfin, avec les quantificateurs de ces limites-là. Okay. Alors, bon, bah on va poser h epsilon égale le minimum de k epsilon et l epsilon. De telle sorte que, en prenant h égale, ou inférieur ou égal d'ailleurs, mais, parce que là j'ai pris un truc large, inférieur ou égal, en prenant h égale h epsilon, h vérifiera ces deux conditions. Donc, posons ce h epsilon là, et l'intérêt c'est de pouvoir travailler, parce que ça, l'intérêt de ces limites-là, c'est que c'est valable pour tout h strictement positif. Je vais prendre h epsilon en particulier. Donc, nous savons que, pour tout n, en reprenant l'encadrement initial qui est valable pour tout h strictement positif, pardon, plutôt, enfin, ce que j'ai dit avant était vrai, mais c'est plus l'encadrement que je vais garder, eh bien, fn de x moins fn de x moins h epsilon sur h epsilon, inférieur ou égal à fn' de x, inférieur ou égal, je me suis laissé un peu de place, vous allez comprendre pourquoi, à fn de x plus h epsilon moins fn de x, le tout divisé par h epsilon, et je vais décider, parce que moi je veux la limite, je veux montrer que ça tend vers ça. Autrement dit que la différence des deux tend vers 0. Bah je vais soustraire f' de x à chaque membre de mon inégalité. Bon, vous inquiétez pas, là je vais descendre quand même. Moins f' de x, moins f' de x. Voilà. Ok, je sais que cet encadrement est vrai pour tout n appartenant à grand n. L'intérêt d'avoir fait apparaître h epsilon, où est-il? Bon. Moi ce que je sais, c'est que lorsque n tend à plus infini, ça tend vers ça tend vers ça, ok, bon. Il y a du f' de x qui est la limite lorsque h tend vers 0 plus de ça, bon, qu'est-ce que de ça et de ça? Je vais dire qu'en réalité, ce que j'ai à gauche, c'est fn de x moins fn de x moins h epsilon sur h epsilon moins f de x moins f de x moins h epsilon sur h epsilon. Je vais dire, pardon. D'une part, c'est pas fini. Ça moins ça, plus lui-même, parce que voilà, je fais apparaître ce terme-là de manière commode pour moi, je le fais disparaître aussitôt, hop là, apparu, disparu, moins f' de x. Donc ce que j'aurais voulu dire au début, c'est d'une part, ça égale ça, bon, je pars directement sur cette quantité. Cette quantité s'écrit comme ça, et je vais regarder en valeur absolue comment... En fait, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'elle soit supérieure ou égale à une certaine... je dis n'importe quoi, moins epsilon, moins 2 epsilon. Au final, j'aurais un truc sympathique du genre, cette quantité encadrée d'une part par moins 2 epsilon, d'autre part par 2 epsilon, je dis n'importe quoi. Je n'exige pas epsilon. Voilà, moins 2 epsilon et 2 epsilon, ça m'irait très bien. Ok, cette quantité va être inférieure ou égale avec l'inégalité triangulaire à valeur absolue de fn de x moins fn de x moins h epsilon sur h epsilon moins f de x moins f de x moins h epsilon sur h epsilon plus, inégalité triangulaire, la valeur absolue de tout ça. Alors attendez, quel était l'intérêt? Oui, l'intérêt, c'est que ça, c'est inférieur ou égal à epsilon. Ok, la valeur absolue de cette quantité est inférieure ou égale à ça plus epsilon. Ok, sauf que je sais que fn, que pour tout h strictement positif, et en particulier pour h epsilon, cette quantité tend, lorsque n tend vers plus infini, vers ça. Il existe donc un n epsilon appartenant à grand N, tel que, pour tout n supérieur ou égal à n epsilon, la valeur absolue de fn de x moins fn de x moins h epsilon sur h epsilon moins f de x moins f, donc c'est moins toute cette fraction, f de x moins h epsilon sur h epsilon, inférieur ou égal à epsilon. On pourrait dire, attention à la douille, c'est qu'en réalité, le n epsilon dépend de quoi? Il dépend de epsilon, d'accord? Puisque à cause de ça, et il dépend aussi, on pourrait me dire, mais il dépend de ton h epsilon, certes. Pour tout, tu fixes un h epsilon au préalable et tu dis qu'il existe un n epsilon qui vérifie ça. Oui, je suis d'accord avec vous. Il dépend de epsilon et de h epsilon. Oui, mais h epsilon dépend de qui? Ultimement, de epsilon. En réalité, c'est bien un entier qui dépend de epsilon. J'hésitais à faire un Will Arnack un peu
tordu, un peu tiré par les cheveux sur les dépendances des objets, etc. Bon, je pense qu'on est assez servi comme ça. Donc, il existe un n epsilon appartenant à grand n, tel que pour n super ou égal à ce n epsilon, cet encadrement est vérifié. Donc, pour tout n super ou égal à ce n epsilon, je vais en réalité avoir que cette quantité est majorée en valeur absolue par 2 epsilon. Et donc, en particulier, qu'elle sera supérieure à moins 2 epsilon. Moins 2 epsilon, inférieur ou égal à ma quantité de gauche, à fn de x moins fn de x moins h epsilon, divisé par h epsilon, pardon, le tout moins f' de x, inférieur ou égal à fn' de x moins f' de x. Donc, pour tout n supérieur ou égal à ce n epsilon, fn' de x moins f' de x est supérieur ou égal à moins 2 epsilon. On montre de même, je vais le dire à l'oral parce que flemme de tout réécrire, mais vraiment c'est la même situation, la quantité de droite. Je vais dire à l'oral. En fait, je vais faire apparaître le même, enfin pas le même, mais oh quoique. Est-ce que j'ai vraiment la flemme? Puis, hop là. Ça va rallonger le truc, mais c'est pas grave. Donc, juste pour être sûr que vous ayez compris, de même. Eh bien, valeur absolue, donc, de fn de x plus h epsilon moins fn de x sur h epsilon. Je vais avoir la gentillesse de dire pour tout n appartenant à grand n pour l'instant. Moins f' de x. Cette quantité de droite. En valeur absolue, c'est égal à quoi? C'est égal à valeur absolue de fn de x plus h epsilon moins fn de x sur h epsilon moins f de x plus h epsilon moins f de x sur h epsilon, plus lui-même que je viens d'introduire, x plus h epsilon, pardon, moins f de x sur h epsilon moins f' de x. Ok, très bien. Et bien donc, inférieur ou égal par l'inégalité triangulaire à cette première valeur absolue, la valeur absolue de ça, je veux dire, de cette différence, plus la valeur absolue de cette différence qui elle-même est inférieure ou égale. Alors attendez, je me suis fait avoir... Non, je me suis pas fait avoir, parce que je me suis dit, j'ai perdu, h epsilon c'est pour le premier. Non, h epsilon c'est bien le min des deux. Donc, h epsilon, quand j'ai h epsilon, je suis aussi bien inférieur à k epsilon qui me permet d'avoir que ça inférieur à epsilon, et à l epsilon qui me permet d'avoir que ça inférieur à epsilon. Donc j'ai les deux. Ok, pardon. Donc inférieur à cette première valeur absolue, la valeur absolue de ça là, plus epsilon. Ok. Tac, tac, tac. Bon, je vais le réécrire, bon, tant pis. Est-ce qu'il y a la place déjà? Sur h epsilon, mais je comprends pas, il y a toute cette place là, bon, en latex ça aurait été plus sympa, tac, je mets un petit... tout est géré manuel, enfin, automatiquement, tac, moi c'est un f de x, là c'est censé ressembler à un f de x. Alors, il y a un côté, on en rigole quoi, voilà, je m'abrite derrière la blague pour pas qu'on... Voilà. Des gens disent, ouais c'est vraiment catastrophique de présenter des choses comme ça aux élèves, bon, tant pis. Tac, 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 alors, et de la même manière, je me souviens plus de ce qu'on faisait, de la même manière, puisque il existe en réalité un n epsilon prime, ouais, un n prime epsilon si on veut, appartenant à grand n, tel que pour tout n supérieur ou égal à n prime epsilon, cette quantité, que j'ai la flemme de réécrire, copier-coller, inférieur ou égal à epsilon en réalité. Ça, c'est le fait que, encore une fois, pour tout h strictement positif, la limite de ça, lorsque n tend à plus infini, c'est ça. Sauf que, le h que je me suis fixé, c'est h epsilon, effectivement, encore une fois, qui ne dépend que de epsilon. Donc, j'ai une dépendance de ce rang-là à epsilon, en réalité. Et à epsilon uniquement. Il existe un n epsilon prime appartenant à grand n, tel que pour n supérieur ou égal à ce... n prime epsilon, pardon, tel que pour n supérieur ou égal à n prime epsilon. Ceux-ci sont inférieurs ou égal à epsilon. Et donc, enfin, pour tout n supérieur ou égal à max de n epsilon, n prime epsilon, que vais-je avoir? Moins 2 epsilon, inférieur ou égal à fn de x, le truc du milieu, fn' de x moins f' de x. Donc ça, j'avais déjà ce morceau-là, je sais plus parler, tout à l'heure. Et là, de l'autre côté, je vais avoir 2 epsilon, parce que je vais être inférieur ou égal à ce monsieur, qui lui-même est inférieur ou égal à 2 epsilon. Qu'ai-je donc? J'ai donc que, pour tout epsilon, donc ça, je vais appeler ça, je vais appeler ça n0, même si c'est un truc qui dépend de la vie, pour tout epsilon strictement positif, il existe un n0 appartenant à grand n, tel que, pour tout n supérieur ou égal à n0, valeur absolue de fn' de x moins f' de x,
est inférieur ou égal à 2 epsilon. Et le tour est joué. Cela prouve bien que limite, quand n tend vers plus l'infini de fn' de x moins égale f' de x, enfin de moins f' de x égale 0, donc que la limite de ça c'est f' de x. Ok, je ne prétends pas forcément avoir la méthode la plus courte et la plus rapide, j'ai l'impression quand même qu'on peut pas faire beaucoup plus court non plus, si on veut être rigoureux, si on veut pas laisser des points en chemin. J'ai peut-être des œillères de première année un peu, mais je pense pas, je pensais à d'autres trucs deuxième année dont je vois pas l'intérêt immédiat, voilà. Ce qui rallonge un peu la vidéo, bon voilà, il y a des petits passages où je prends mon temps, voilà. Mais voilà, il y a une question quand même difficile là, parce qu'il y a 2 variabilités desquelles tenir compte. Le fait que n bouge et que oui, et qu'il y a une histoire de h, voilà, si on veut s'amuser, si on voit dans l'énoncé ici, on regarde, on se dit bon attends, ça il y a moyen de travailler sur ça pour que ça me fasse une limite de taux d'accroissement, me faire tendre vers un nombre dérivé, c'est fort bien. Donc il y a un h qui tendrait vers 0, et il y a un n qui tendrait vers plus infini. Il faut gérer ça proprement, sans dire de bêtises, sans dire les 2 premières bêtises que j'ai dites, et je suis plutôt, enfin, je trouve ça assez original, la deuxième bêtise, j'aime bien, parce que, enfin, en général, les gens vont pas là, c'est gros, quand même, effectivement, se tromper sur fn' croissante, chaque fn' est croissante, et la suite des fn' devient croissante, mais quoique, j'ai déjà vu ou entendu des situations avec des suites de fonctions où, par, ne serait-ce que, voilà, en français, fn, ça m'a toujours fait peur, suite de fonctions croissante. Le s ou pas à croissante est très important. Si je dis suite de fonctions croissante, sans s, c'est une suite qui est croissante. Croissante au sens de l'inégalité, des inégalités entre fonctions, au sens où, pour tout x appartenant à R, pour tout n appartenant à grand N, fn de x inférieur ou égal à fn plus 1 de x. C'est comme ça que je comprends la croissance de cette suite de fonctions. Mais par contre, si je dis suite de fonctions croissantes et que je rajoute un s, c'est que chacune des fonctions est croissante. C'est que pour un n fixé, pour a inférieur ou égal à b, fn de a est inférieur ou égal à fn de b. Voilà. La nuance que je trouve rigolote et intéressante et sur laquelle j'ai basé ma seconde arnaque, que j'aurais peut-être dû faire une seule arnaque avec ça, mais bon, je sais pas. Très bien, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner. Ouais, je sais pas si je vous incite à vous abonner. En vrai, si, quand même, abonnez-vous. Regardez, il y a beaucoup de vidéos anciennes sur la chaîne, notamment pour les premières années, avec beaucoup de playlists comme ça, où il y a des vidéos, pas que des où est l'arnaque, hein, des vidéos, voilà, d'exos corrigés, détaillés, etc., que je sers parfois à mes propres élèves, pas quand j'ai la flemme, mais quand on a fait un cours et que, ah tiens, ça m'a fait penser à tel exo que j'ai déjà traité en vidéo, bon, on s'embête pas. Mais donc, n'hésitez pas à regarder, il y a pas mal de ressources qui sont, pas forcément mise en avant, parce que YouTube ne fonctionne pas forcément comme ça, mais voilà, n'hésitez pas à aller faire vos recherches, il y a des playlists sympathiques. Alors, il n'y a pas le même nombre de vidéos et autant de vidéos pour chaque chapitre, mais il y a des chapitres que j'ai quand même traités, je sais plus parler du tout. En long, en large et en travers. À bientôt pour une nouvelle vidéo.